L'Occident n'a commencé ses voyages vers l'Est que 80 années plus tard. Si l'on en juge d'après l'envergure des expéditions, le matériel des équipages, l'architecture des bateaux, leur mode de construction et les techniques de navigation, il est très probable qu'à l'époque de Cheng Ho, la Chine était très en avance sur le reste du monde dans le domaine de la navigation. L'idée de dépeupler des continents entiers pour pouvoir accumuler des quantités massives d'or et d'argent ne leur est jamais venue. La plupart des gens sur Terre considéreraient cela comme totalement délirant. Donc ce n'est pas que chacun voulait diriger le monde. La question est de savoir pourquoi l'Europe a fini par le faire. Je crois que la réponse se trouve dans la relation particulière qui existait entre les prêteurs et les entrepreneurs. Il faut voir le conquistador comme l'archétype de l'entrepreneur, prêt à risquer de plus en plus gros, qui monte des opérations à partir de rien dans le but d'en tirer de plus en plus d'argent. Si les expéditions chinoises relevaient d'une volonté impériale, les découvertes occidentales ont été le fait d'initiatives privées aux conséquences tout à fait différentes. Ce que la découverte de l'Amérique signale aux investisseurs, aux banquiers, aux monarques, aux négociants, c'est que ces nouvelles opportunités offrent des rendements qui dépassent de très loin le montant de l'investissement initial. On était prêt à verser avec libéralité des sommes considérables, en s'inspirant de l'exemple de Christophe Colomb. Voilà comment tout a commencé, dans une sorte de spirale sans fin. À ce moment-là, bien sûr, les entrepreneurs bénéficiaient de davantage de crédits. Il va sans dire qu'à l'instar des startups actuelles, certains subissaient des échecs. Mais il suffisait que l'un d'entre eux prospère pour établir des colonies aux Philippines ou au Mexique. La conquête du Mexique par Cortés en 1519 illustre les nouvelles règles du jeu qui s'établissent entre découverte géographique, colonisation et argent. Le détail fascinant que j'ai découvert quand j'ai commencé à étudier la vie réelle de ces conquistadors, c'est que chacun d'entre eux, sans exception, s'était endetté. De fait, Cortés s'est endetté de plus en plus. C'était un joueur. Il s'est dit « Au diable tout ça, je ne me sortirai jamais de mes dettes, je vais emprunter encore plus d'argent et tout miser sur cette expédition folle. » Nous nous trouvons à présent devant le temple le plus important de ce site. On pourrait dire que pour les Aztèques, pour les Mexicas, l'or n'avait pas de valeur matérielle. Pour les Espagnols, cette valeur existait. C'était un métal très important pour des raisons aussi bien économiques que matérielles, voire scientifiques, car il était très utile. Je vais corriger ce que je viens de dire, je vais me contredire. Pour les Aztèques, la valeur de l'or allait au-delà de sa valeur matérielle. Lorsque l'envoyé de l'empereur aztèque Montezuma lui demande pourquoi il était obsédé par l'or, Cortés répond « Mes compagnons et moi souffrons d'une maladie du cœur que seul l'or peut guérir. »
Quand Cortés eut conquis Tenochtitlan, ce qui prit beaucoup de temps, à l'heure du partage du butin, il fit en sorte qu'aucun de ses soldats n'obtienne d'argent. Déjà endettés parce qu'il leur faisait payer les frais médicaux, le remplacement des armes et tout ce qui s'ensuit, ils étaient sur le point de le tuer. Pour s'en sortir, il leur a dit « Voilà ce qu'on va faire, je ne lâcherai pas l'affaire, mais je vais vous donner un moratoire de 10 ans. Partez dans les provinces et gérez-les comme vous voulez. » Les soldats sont alors devenus des gouverneurs rapaces qui soutiraient juste le plus d'argent possible. Je crois que ce sentiment d'indignation, de honte, d'humiliation, on vient de se battre pendant une année entière et ils ne me payent toujours pas. Ils disent que c'est moi qui leur dois de l'argent. C'est dingue. Cette fureur, mêlée à un pouvoir sans limite, les a transformés en monstres. William Shakespeare a essayé d'humaniser la caricature de l'usurier et les passions violentes inspirées par l'argent. He hath disgraced me and hindered me $500,000, laughed at my losses, mocked at my gains, scorned my nation. On ne voit jamais apparaître les gens à qui Cortés et les hommes comme lui devaient de l'argent. On ne sait pas vraiment qui ils étaient. Mais cette relation entre les financiers qui attendent leurs 5 ou 7 % d'intérêt chaque année et l'entrepreneur, pour ainsi dire, le guerrier qui s'en va conquérir le monde, cette relation devient la base même de notre système économique et monétaire moderne, bien que nous en ayons perdu de vue l'origine. Et voilà comment s'enclenche la spirale des investissements et des conquêtes. Le processus, qui débute avec la conquête de l'Amérique, va engendrer ces deux phénomènes. La spirale des découvertes scientifiques, comme celle de l'économie capitaliste, du crédit, des investissements, des profits, et ainsi de suite. Les conquistadors espagnols, avides de métal précieux, ont littéralement mis la main sur une montagne d'argent. Ils l'appelèrent Cerro Rico, la montagne riche. Durant les 3 siècles qui ont suivi, plus de 62 tonnes d'argent ont été extraites de Cerro Rico au prix d'innombrables vies humaines. Voici l'argent. Il n'est pas de très bonne qualité, pas comme à l'époque coloniale. C'est ce minerai qui a favorisé l'explosion du commerce international. En Chine, l'argent d'Amérique latine a alimenté une expansion spectaculaire du commerce. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'avant le 19e siècle, la Chine était isolée du reste du monde, qu'elle vivait en autarcie, sans échanger ni commercer avec l'extérieur. À vrai dire, il est aujourd'hui très clair que les grandes découvertes européennes, comme celle des Amériques, avaient eu un impact vraiment important sur la Chine. Jusqu'au XVIe siècle, l'économie chinoise était basée sur la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire que le gouvernement imprimait des billets pour que les gens puissent les utiliser dans leurs transactions. C'est un système très instable.
car la valeur de la monnaie ne repose sur aucun métal précieux. Donc, l'économie commerciale n'était pas très développée, jusqu'à ce que le gouvernement chinois, pour essayer de combattre l'inflation et ses inconvénients économiques, passe à l'argent métal. La Chine, à cette époque, trouva une source d'argent fiable et stable. L'économie tout entière fut métallisée, c'est-à-dire que l'argent devint la monnaie standard pour les transactions commerciales. Ce fut la source d'une rapide expansion commerciale. Alors que chez nous, l'économie de marché devient capitaliste parce que le capital prend une position très importante, une position de force. En Chine, c'est sans doute un peu différent. Les producteurs en Chine, que ce soit des paysans, que ce soit des artisans, vont au XIIe siècle avoir un accès au marché libre d'eux-mêmes. Ils vont aller vendre eux-mêmes leur production sans être obligés de se mettre sous la coupe d'un marchand ou d'un capitaliste qui, grâce à son argent, va pouvoir leur avancer quelque chose qui ressemble à un salaire. Le marché qui se développe sans intermédiaire entre les petits producteurs chinois attire l'attention des voyageurs et des missionnaires européens. À leur retour, le récit qu'ils en font intéresse vivement les physiocrates français et aussi Adam Smith. The row over a third runway at Heathrow Airport has overshadowed the Prime Minister's first full-scale ministerial reshuffle. Mais en grande